Donc maintenant, pour passer à un aspect un peu plus clinique, j'invite le docteur Bernard Clerc, qui est donc praticien hospitalier en réanimation dans le centre de référence des maladies neuromusculaires à Garches, pour nous parler un peu plus de ces aspects cliniques et diagnostiques. Oui, donc effectivement, on m'a demandé de traiter un sujet sous un aspect qui est peut-être un peu inhabituel pour moi, pas dans sa première partie, puisque je vais parler des aspects diagnostiques tels que je les rencontre en tant que clinicien. Les aspects diagnostiques pour les myasthénies, puisqu'on a regroupé les différentes entités. Je ferai donc d'abord un rappel sur le diagnostic de myasthénie classique, même si je pense voilà, la plupart des gens présents ici ont déjà un certain nombre de notions et ont vécu cette première étape. Et puis ensuite, je m'attacherai à vous parler des modalités du suivi des patients et notamment sous l'angle de l'évaluation des symptômes des patients, qui est quelque chose de complexe dans une maladie telle que la myasthénie qui, vous le savez, change tout le temps d'aspect, sauf dans, bien sûr, des moments de stabilité qu'on arrive à obtenir, heureusement, en les traitant. Alors, les maladies de la jonction neuromusculaire sont essentiellement de trois types, même si il y a aussi une ou deux autres. C'est donc la myasthénie dite classique, la myasthénia gravis, qui est donc une atteinte post-synaptique de nature auto-immune, avec une prévalence qui est donnée entre 150 et 250 par million. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'épidémiologie française, mais tout ce qui se passe ailleurs laisse à penser que finalement, il y a probablement quand même 10 000, 12 000 patients atteints de myasthénie si on extrapole. Cette myasthénie donc auto-immune, eh bien, elle a la particularité de s'associer à des anomalies du thymus, de la glande située derrière le sternum qui s'appelle le thymus, et notamment de tumeurs du thymus dans 20% des cas. À côté de cette myasthénie classique, il y a donc des syndromes myasthéniques congénitaux qui sont, eux, très divers, avec des atteintes pré- et ou post-synaptiques, donc ce sont des maladies génétiques. À ma connaissance, on a déjà dénombré plus de 30 différentes, mais on vous en reparlera, je pense, en détail pour ceux qui assisteront à une session plus tardive. La prévalence de cette maladie, de ces maladies, est bien plus faible, 4 par million. Et désolé, il n'y a pas de thymome dans les syndromes myasthéniques congénitaux, ça se passait comme ça. Le troisième entité, c'est le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton, qui lui est une atteinte présynaptique, qui est également auto-immun comme la myasthénie gravis, qui a une prévalence pareille de 4 par million, donc beaucoup plus faible que celle de la myasthénie classique auto-immune, et qui, lui, est associé, dans la moitié des cas, à un cancer du poumon à petites cellules. C'est un syndrome dit paranéoplasique. Alors, ceci pour vous dire aussi que dans notre exercice, nous, cliniciens, eh bien, on voit des gens arriver avec des suspicion de myasthénie, et bien évidemment, la plupart du temps, c'est la première catégorie, et que les autres, eh bien, c'est 50 fois moins. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le syndrome myasthénique? C'est une entité d'abord clinique, hein, qui consiste en un déficit donc, des muscles striés squelettiques dans un ou plusieurs territoires, et bien évidemment, le plus fréquemment atteint, ce sont les yeux, avec diplopictosis, mais parfois un simple flou visuel qui rend les choses plus complexes. Les membres, ensuite, qui sont une atteinte proximale surtout, plus souvent au départ au niveau des membres supérieurs qu'inférieurs.
Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le territoire bulbaire, par référence à l'endroit d'où partent les centres nerveux qui assurent la commande, donc au niveau du pharynx et du larynx, et qui donne des modifications de la voix, et notamment une voix qui nasonne, une déglutition qui devient difficile, et dans certains cas, des fausses routes. C'est un des éléments de gravité des myasthénies, quelles qu'elles soient. La mastication, la faiblesse de la mastication est enfin un élément assez fréquent. Autre point important, l'atteinte cervicale du cou, avec des difficultés pour tenir la tête. La face est souvent touchée également, avec une occlusion palpébrale faible, voire incomplète, une mobilité des lèvres et de la langue qui est diminuée, ce qui va entraîner des difficultés aussi bien pour parler que pour manger ou boire. Enfin, à côté de l'atteinte de la déglutition, une autre atteinte extrêmement sévère, c'est quand elle touche les muscles respiratoires de façon importante, ce qui se traduit donc par de l'essoufflement à l'effort ou même au repos. Alors là, vous voyez la fréquence des symptômes de la myasthénie. Vous voyez que au début de la maladie, en début de maladie, ce sont les yeux qui sont touchés le plus fréquemment, avec une atteinte oculaire dans environ la moitié des cas, que derrière vient l'atteinte bulbaire, parfois les deux combinés, et puis avec une fréquence à peine moins grande que le territoire bulbaire, celle des membres supérieurs et inférieurs. En début de maladie, l'atteinte respiratoire est beaucoup plus faible, heureusement. Enfin, dans un certain nombre de cas, tous les territoires sont atteints de façon importante. Alors, il y a un certain nombre d'autres maladies qui, bien sûr, peuvent donner tous ces déficits importants, mais il y a des éléments très importants qui les différencient des autres déficits moteurs, des autres déficits musculaires. C'est que ces déficits apparaissent ou, s'ils existaient déjà au repos, s'aggravent à l'effort. C'est le phénomène de fatigabilité musculaire qui est très caractéristique de ces atteintes de la synapse neuromusculaire. Le deuxième point, c'est qu'indépendamment de l'effort, les symptômes fluctuent. Et l'importance de ces fluctuations, elle est parfois très importante, et ce qui est un signe de gravité. Les déficits sont souvent plus marqués le soir, mais ça peut aussi être chez d'autres patients le matin. Ça peut varier largement d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Enfin, troisième élément, les territoires atteints peuvent varier d'un moment à un autre. C'est-à-dire qu'à un moment, la symptomatologie oculaire va être au premier plan, à un autre moment, ce sera au niveau du territoire bulbaire. Tout ceci est assez caractéristique. Alors pourquoi, alors que c'est caractéristique, finalement, il y a des difficultés diagnostiques en pratique, que les gens ne sont pas reconnus? D'abord, il y a la rareté, la méconnaissance de ceux qui sont les premiers contactés, les médecins généralistes ou les urgentistes. Il faut penser qu'un médecin généraliste, statistiquement, il voit au cours de son exercice un ou même pas ou zéro patient atteint de myasthénie. Donc c'est quand même le premier point qui pose problème. Le deuxième point, c'est que comme les symptômes fluctuent, c'est assez caractéristique, mais quand les gens vont consulter, eh bien, souvent, à ce moment-là, on ne leur retrouve rien. La maladie est donc invisible. Et donc, effectivement, l'examen, il y a souvent donc, ce phénomène de fatigabilité musculaire qui est prédominant, sans déficit perceptible au repos. Et par exemple, là, on peut très bien avoir une marche très limitée, mais si on fait un testing musculaire des membres inférieurs, il est normal. On peut avoir une diplopie en cas d'effort visuel prolongé, lecture, travail sur écran, et sinon, l'oculomotricité, quand on l'examine en consultation, elle est normale. Donc, enfin, les manifestations cliniques qui orientent, orientent parfois sur des maladies plus fréquentes, par exemple en particulier chez les personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées qui ont souvent des formes qui atteignent leur déglutition
et leur parole, leur phonation, eh bien, ça peut être pris pour un AVC ou d'autres maladies encore, et donc égaré. Ce qui fait que finalement, dans la première année, il n'y a pas plus de 2/3 des patients qui sont diagnostiqués. Je crois que ça date de quelques années, mais c'est encore malheureusement vrai. Hein. Et que donc le délai moyen du diagnostic est supérieur à 1 an. Ça a des conséquences néfastes. Les patients non traités présentent un risque de s'aggraver et même de crise myasthénique. Et c'est ce qui fait malheureusement, nous qui travaillons en réanimation, une partie importante de notre recrutement de patients myasthéniques par diagnostic trop tardif. Donc, troisième point, les patients traités plus précocement ont souvent une meilleure réponse clinique. En l'absence de traitement, parfois, la faiblesse et la fatigabilité musculaire peuvent se fixer, ou en tout cas être difficilement réversibles. À l'opposé, on a vu des cas où on avait retenu le diagnostic de myasthénie auto-immune sans élément de confirmation et effectué des thérapeutiques inappropriées puisqu'il ne s'agissait pas de pathologie auto-immune. La démarche diagnostique, elle aussi, elle n'a pas beaucoup changé ces dernières années. Donc, on a un tableau clinique avec ses caractéristiques. L'examen neurologique, en dehors de ses déficits éventuellement mis en évidence, ne retrouve rien de particulier. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Eh bien, on peut voir si un médicament qui prolonge la vie de l'acétylcholine, donc la prostigmine, améliore les choses. Donc, ce test à la prostigmine, on le fait. On peut aussi, quand il y a un ptosis, une chute de la paupière, appliquer de la glace dans une poche sur la paupière et voir la paupière se relever. L'électromyogramme est un examen aussi qu'on peut faire rapidement dans bien des cas. Et donc, je vais vous montrer après très rapidement parce qu'il y aura un topo sur l'électromyographie. Et puis enfin, comme il y a des associations à des thymome, on peut faire un scanner thoracique et si on voit malheureusement une tumeur derrière le sternum, eh bien, ça signalera la maladie. En fait, le diagnostic, il va être, dans la majorité des cas, confirmé par la recherche des anticorps, anti-récepteurs d'acétylcholine, anti-musc, et théoriquement anti-LRP4, mais en fait, en pratique, à l'heure actuelle, nous n'en avons pas la disponibilité. On peut aussi, dans les cas où ces anticorps seraient négatifs, compléter l'électromyogramme par une étude en fibre unique qui, effectivement, est plus sensible. Et puis, petit élément d'appoint, souvent, ces maladies-là ont d'autres maladies auto-immunes associées. Les maladies auto-immunes, il y a un terrain et elles s'associent souvent entre elles. Alors, là, en fait, je passe très vite. Le test à la prostigmine, c'est donc les modalités par lesquelles ça se fait. Il faut que ce soit fait de façon très rigoureuse pour qu'on voit bien s'il y a vraiment une amélioration. Donc, on fait en fait un score musculaire à chaque étape de cela. Et le test à long, en fait, ne se pratique plus, le produit n'étant plus vraiment disponible. Pour ce qui est de l'électromyogramme, sans rentrer dans les détails, donc, on procède à une recherche donc, de blocs neuromusculaires en faisant des stimulations à basse fréquence qui vont montrer, dans les cas typiques, une diminution d'amplitude du potentiel d'action musculaire qui, quand elle sera supérieure à 10% dans 2 territoires différents, sera en faveur d'une myasthénie. Comme je vous l'ai dit, si l'électromyogramme ne trouve pas ces anomalies, on peut éventuellement, mais seuls certains électromyographistes pratiquent cette technique, effectuer une étude en fibre unique avec donc ce qu'on appelle la recherche d'un allongement du jitter et donc pathologique. Mais je pense que vous en reparlerez. Alors en fait, le diagnostic de myasthénie, il devient facile quand on découvre des anticorps, des auto-anticorps, parce que ces auto-anticorps sont quasi spécifiques de la maladie, et donc
pour la myasthénie auto-immune, donc la présence d'anticorps la présence d'anticorps pour les myasthénies généralisées, c'est-à-dire qui couvrent d'autres territoires que le territoire oculaire, c'est une grande majorité, 80-85%. Par contre, dans les myasthénies qui restent confinées au muscle oculaire, eh bien là, c'est seulement une fois sur deux que les anticorps antirécepteurs d'acétylcholine sont positifs. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que parfois c'est négatif lorsqu'on a les premiers symptômes de la maladie et que si on répète le test 6 mois à 1 an plus tard, eh bien ça se positive. Ce qu'il faudra avoir à l'esprit si on a une myasthénie qui reste au départ séronégative. Les taux sont très variables d'anticorps, non corrélés à la gravité de la maladie. Et puis schématiquement, il y a des myasthénies du sujet jeune, avant 50 ans, où il y a des taux élevés avec souvent une hyperplasie du thymus. Et puis il y a des myasthénies donc, avec thymome où il y a des taux plutôt intermédiaires et des sujets âgés qui ont des taux en général faibles. Ça n'a pas d'intérêt pour le suivi évolutif, je vous le signale tout de suite. Il est intéressant de parler brièvement du mécanisme d'action des anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine, parce que probablement que comment cela explique certaines différences entre les myasthénies et dans leur sensibilité aux différents traitements immunomodulateurs. Donc il y a trois mécanismes. Il y a un mécanisme où donc l'anticorps vient se fixer sur le récepteur de l'acétylcholine et avec action d'un système de protéines plasmatiques qu'on appelle le complément. Quand ce complément vient auprès de ce complexe anticorps-antigène, eh bien, cela provoque la destruction du récepteur. Le deuxième mécanisme, eh bien, c'est un blocage du récepteur simplement, fonctionnel. Le troisième mécanisme, c'est une internalisation plus rapide des récepteurs de l'acétylcholine, qui, vous savez, se renouvellent très rapidement, mais qui là s'internalisent plus. Donc il y a un déficit, du coup, en récepteurs d'acétylcholine, ce qui explique le bloc neuromusculaire. Les anticorps anti-musc, c'est les deuxièmes anticorps qui ont été découverts nettement plus récemment que les anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine, donc dirigés contre une protéine enzymatique de la plaque motrice. Ils empêchent l'agrégation des récepteurs de l'acétylcholine au sommet des replis de la membrane postsynaptique. Eux, ils sont positifs dans 35 à 50% des myasthénies qui n'ont pas d'anticorps antirécepteurs, c'est-à-dire 5 à 10% à peu près 5 à 10% des myasthénies. C'est très exceptionnel que ça donne des myasthénies oculaires pures. Il y a des caractéristiques particulières de ces anticorps anti-musc. Il n'y a pas de thymome associé. Il y a fréquemment une atteinte du territoire bulbaire, une atteinte respiratoire, donc dans ces cas-là, une certaine gravité. Dans d'autres cas, c'est comme les autres myasthénies. Il y a des possibilités parfois d'amyotrophie, d'atrophie musculaire, par exemple de la langue. Et puis, il faut savoir que ça répond très mal aux anticholines estérasiques. Et on peut s'imaginer on a même connu ce que c'était pour ces patients qui n'étaient pas diagnostiqués quand on ne savait pas rechercher les anticorps anti-musc. Souvent, on ne pensait pas qu'ils avaient une myasthénie. On ne comprenait pas pourquoi ils ne répondaient pas aux anticholines estérasiques. On disait non, vous n'avez pas de myasthénie. Et puis, plus récemment, donc, on a recherché et trouvé dans certains cas des anticorps anti-LRP4. Ils sont nettement plus rares, donc 19% des myasthénies sans anticorps antirécepteurs acétylcholine. Ça donne des myasthénies probablement moins graves que les antirécepteurs et les antimuscs. La spécificité de ces anticorps est apparemment complète, et voilà. Alors, les autres anticorps dans la myasthénie auto-immune, je vais passer très très vite, parce qu'effectivement, on a trouvé aussi depuis un certain nombre d'années sur tissus, sur cellules, des anticorps de faible affinité qui ne sont pas détectés par les méthodes classiques dans le sérum. Et donc, ça a été mis en évidence avec des anticorps antirécepteurs et antimusc non détectables dans le sérum. Mais malheureusement, pour l'instant, la technique
ne permet pas d'avoir vraiment quelque chose de fiable qu'on puisse utiliser. Donc ça reste, voilà, alors que c'est quand même connu depuis quelques années. On trouve aussi beaucoup d'autres auto-anticorps vis-à-vis d'autres protéines d'autres protéines de la synapse neuromusculaire, mais elles sont plus des témoins, autre chose. Enfin, je veux dire qu'elles n'ont pas de rôle pathogène et elles ne sont pas forcément spécifiques. Les anticorps antimuscles striés connus depuis longtemps ne sont pas spécifiques non plus de la myasthénie. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des maladies auto-immunes associées, donc souvent, si on fait un bilan auto-immun, ça peut donner un petit argument de plus pour la myasthénie, même si on n'a pas des anticorps du côté myasthénie. Alors, que faire quand il y a la double séronégativité, anticorps, antirécepteurs, anticorps, antimuscles? Eh bien, c'est là qu'on se pose la question d'un autre syndrome myasthénique, donc soit le syndrome de Lambert-Eaton, avec quelques particularités, c'est que là, il y a habituellement une réflexie tendineuse, qu'il y a souvent des neuropathies sensitives, qu'il y a certaines particularités sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant. Il y a donc souvent en présence d'anticorps qui leur sont particuliers, les anticorps anticanaux calciques, voltage dépendants. Et puis là, je vous dis, c'est associé significativement avec des cancers pulmonaires. Enfin, autre pathologie, bien sûr, qui peuvent prendre l'aspect d'une myasthénie auto-immune, les syndromes myasthéniques congénitaux. Ça peut être vraiment, là aussi, indiscernable. Il y a des gens qui ont longtemps été reconnus comme des myasthénies auto-immunes et qui, en fait, se sont révélés avec des syndromes myasthéniques congénitaux. Alors, on recherche bien sûr des cas familiaux, et puis maintenant, je crois qu'on vous en reparlera largement après, il y a donc des recherches génétiques qui permettent, dans bien des cas, justement, de trouver là où est l'anomalie. Il faut aussi quand même penser qu'il y a d'autres maladies qui ne touchent pas la jonction neuromusculaire qui peuvent imiter un syndrome myasthénique. Des maladies musculaires, des maladies des nerfs, des maladies du nerf, des maladies de la corne antérieure de la moelle, et voire du système nerveux central. Donc, dans un certain nombre de cas, eh bien, il va falloir faire un EMG plus complet qui pourra donner des arguments en faveur de certaines de ces maladies, faire éventuellement une imagerie cérébrale, discuter parfois une biopsie musculaire. Que faire aussi quand il y a une double séronégativité, qu'on n'a pas d'orientation vers ces pathologies-là? Quand l'enquête diagnostique a été négative, si les symptômes cliniques sont compatibles avec le diagnostic et que les anticholinésterasiques sont inefficaces, eh bien, on est bien, comme on dit, ennuyé. Et il y a des fois où, effectivement, sans certitude véritable du diagnostic de myasthénie auto-immune, on met en route des traitements immunomodulateurs, par exemple une corticothérapie. Et puis, parfois, on a la bonne surprise qu'ils répondent bien et que finalement, tout indique qu'ils ont des myasthénies auto-immunes. Et puis, il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, il faut faire attention de ne pas se retrouver à faire une escalade thérapeutique qui pourrait être dangereuse chez des patients qui n'ont peut-être pas une maladie d'origine auto-immune. C'est le cas qui arrive. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, parfois, je vous dis, sans certitude absolue, eh bien, bon, on entame la démarche thérapeutique. Je passe vite, puisque ce sera traité demain, hein, avec des traitements initiaux par les anticholinésterasiques, mestinomycélates, le repos, qui est très important, hein, l'effort fatigue, le repos permet l'amélioration, et puis on discute une thymectomie dans certains cas. Et puis, dans bien des cas, malheureusement, ce n'est pas suffisant, soit d'emblée, soit secondairement. Il peut survenir des poussées évolutives, on en dira un mot du point de vue du diagnostic, et à ce moment-là, il y aura des traitements particuliers à faire. Et puis, dans d'autres cas, il n'y aura pas de poussée évolutive, mais malheureusement, une maladie qui reste handicapante, qui reste grave, et à ce moment-là, il faut mettre un traitement de fond. En fait, dans la pratique, ce traitement de fond, il est
il est entrepris chez 2 tiers à 3 quarts des patients avec des myasthénies généralisées. Alors, qu'est-ce qu'on vise quand on traite ces pathologies-là? On vise la rémission complète, bien sûr. Mais malheureusement, la rémission complète est loin d'être toujours possible, en tout cas pas rapidement. Alors, on parle dans certains cas, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas en rémission complète, mais qui ont des tout petits signes à l'examen, et en fait, ils se plaignent de rien. Donc, on appelle ça l'état de manifestation minimale. Mais c'est proche de la rémission. Puis, il y a d'autres patients qui vont être seulement améliorés, inchangés ou aggravés. Alors, ce qui est important, au fur et à mesure du suivi de ces patients, c'est à chaque fois qu'on les voit, c'est de voir avec eux quel est le niveau de leurs symptômes, du retentissement de ces symptômes dans leur vie, etc. Et donc, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, ce diagnostic donc indispensable au suivi au long cours. Il l'est aussi pour, et ça c'est important, pour conduire des essais thérapeutiques. Parce qu'on ne peut... en fait, pour que les études que l'on pratique aient une valeur, il faut qu'on puisse montrer qu'on améliore quelque chose. Alors on va voir quoi. Donc, en fait, le dosage des auto-anticorps, comme je vous l'ai dit, ne permet pas de suivre les choses, même si les anticorps antirécepteurs augmentent quand la maladie ne va pas et diminuent quand elle va mieux. Ça ne donne rien de plus que la clinique elle-même. Il n'y a pas d'autre examen paraclinique, et même l'EMG, sauf peut-être dans quelques histoires particulières, ne peut pas être un élément important du suivi des myasthénies. Il repose donc uniquement sur l'évaluation précise des symptômes et des données de l'examen clinique, leur retentissement dans la vie courante, leur impact sur tous les aspects de la vie personnelle, sociale, professionnelle, et puis enfin, le retentissement psychologique. Tout ça doit être analysé parce que finalement, c'est cet ensemble-là que les patients atteints de myasthénie ressentent et qui veulent voir s'améliorer. Donc, d'où le développement de nombreux scores. Alors, d'une façon générale, c'est utile, notamment dans les études, de savoir à quel niveau de gravité générale sont les patients. Donc, on a fait depuis longtemps une classification qui va depuis les gens qui ont une atteinte purement oculaire jusqu'aux des gens qui font une crise myasthénique qui nécessite assistance respiratoire. Et puis, entre les deux, eh bien, des gens qui ont un déficit minime, discret, un peu plus important, classe 3, modéré, et puis très sévère quand il est classe 4. Et puis on sépare les catégories A et B parce que la gravité est plus importante quand le territoire bulbaire est touché et quand la respiration est touchée. Les plus anciens des scores sont des scores d'examen clinique qu'on fait en consultation depuis bien longtemps, que les patients font parfois chez eux, au moins en partie. Comme ça, ils voient d'où ils en sont. Alors, ça porte sur les principaux territoires musculaires qui sont touchés dans la myasthénie. Ça teste, pour certains items, la force musculaire, pour d'autres, la fatigabilité musculaire. Tous ces scores ont été validés par des études de reproductibilité et puis même comparés entre eux. Ils décrivent la situation à un moment précis. Et c'est ça leur limite aussi, parce que la myasthénie, ça varie. Donc le score myasthénique classique... 3 minutes, docteur. Pardon, faut que j'aille vite. 3 minutes, il vous reste. Donc je vais aller très vite. Donc le score myasthénique, c'est ce que je viens de vous montrer là. Il y a des scores plus complets en quelque sorte, qui comportent plus d'items. Par exemple, la capacité respiratoire, ce qu'on appelle la capacité vitale. Mais en fait, ils ont été comparés tous les deux. Il n'y a pas tellement de différence dans la qualité pour le suivi. Ces tests, on se doute bien, ne suffisent pas, puisque on veut avoir
quelque chose qui renseigne plus sur ce que ressent le patient, sur ses symptômes. Donc, les scores d'activité quotidienne, ils interrogent le patient, ils s'intéressent au retentissement fonctionnel et ils portent déjà sur une période plus longue, donnée, 7 jours par exemple. Ils tiennent donc davantage compte des fluctuations de la maladie. Donc voici le score d'activité quotidienne classique avec ces différents items, le territoire bulbaire, la respiration, les membres et les yeux. Il y a encore tests du même ordre, gradés comme ça, de 1 à 5, sur les scores d'activité de la vie quotidienne. Donc là, vous voyez, on parle d'activité quotidienne, professionnelle, scolaire, voilà, les activités de la vie courante, et puis ça va jusqu'à l'assistance ventilatoire. Ensuite, on s'est dit, mais ça ne suffit pas, il faut des scores où on sache vraiment quelle est la qualité de la vie de ces patients. Donc ils interrogent aussi le patient, ils recherchent les limitations des gestes et activités de la vie courante sur une période plus prolongée. C'est ce test-là, le MG Col15, qui est finalement quelque chose qui nous renseigne bien sur l'état d'esprit des patients, finalement. Peut être intéressant de le faire remplir, et c'est un des éléments avec lequel on pourra échanger avec le patient sur sa situation. Et puis, plus récemment, on s'est dit que c'était encore mieux quand c'était les patients qui participaient à la construction des scores. Et donc, c'est ce qui a été fait dans le MG2I, là, qui est un score mixte qui comporte 28 items, mais qui doit se faire, je pense, rapidement, dont je n'ai pas la pratique, et qui interroge, 22 items interrogent le patient, et 6 seulement sont donnés par l'examen clinique. 8 items concernent le territoire oculaire et 20 les autres muscles. Il y a une bonne corrélation entre ce test-là et le MG-ADL et le MG Col15. Et puis, on en est arrivé à poser une question simple à un patient, parce que finalement, c'est ce qu'on veut obtenir, c'est qu'il se sente bien. Donc, cette question simple auquel le patient va répondre par oui ou par non, c'est une traduction qui vaut ce qu'elle vaut. Donc, c'est en considérant tout ce qui est impacté par votre myasthénie chez vous, si vous allez rester dans votre état actuel dans les prochains mois, considérez-vous que cet état est suffisant et satisfaisant. Donc, en fait, l'idée, c'est parce que quand on suit les patients, on est content s'ils vont mieux. Mais c'est encore mieux s'ils vont bien. Parce que le mieux, c'est pas forcément, c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Donc, en définitive, ces scores, indéniablement, ils sont importants pour la recherche et vérifier que, finalement, les traitements aient un impact sur le handicap des personnes et les limitations qui vont avec. Et puis, ça ne se limite pas, comme on dit, à une différence statistiquement significative sur des critères qui, finalement, sont moins pertinents. Donc, c'est en train de se faire. On voit bien que les études les plus récentes auxquelles on participe font évoluer les tests qu'elles nous demandent. Pour le suivi individuel des patients, c'est quand même pas inintéressant non plus. S'ils sont faciles à remplir, etc., ça formalise un peu les choses. Et ça permet de savoir et puis de suivre d'une fois sur l'autre aussi. Et ça permet donc une discussion du médecin avec son patient sur les options, par exemple, thérapeutiques retenues, qui vont dépendre en fait de ça, mais de multiples autres paramètres. Les patients on s'en aperçoit bien, ils sont adaptés plus ou moins bien à leur état. Certains sont assez limités et nous disent que ça leur va comme ça. Et ils ont d'ailleurs souvent crainte que ça aille moins bien si on bouge leur traitement. Et puis, voilà. Et puis,
Donc, importance de la qualité du dialogue avec le médecin. Alors, il faut savoir, là je vais aller encore plus vite, les symptômes du patient myasthénique ne sont pas toujours liés à sa myasthénie. C'est vrai que souvent, on vient nous voir en disant comment j'ai telle chose, mon médecin pense que c'est ma myasthénie, et puis il faut quand même chercher autre chose. C'est pas forcément ça. C'est pas parce qu'on a une myasthénie que tout est lié à ça. Alors, ça peut être d'autres causes, hein, les maladies auto-immunes associées, ça peut être des complications des traitements, des complications quand les gens ont eu un thymome, d'autres maladies fréquentes et non reliées à la myasthénie. Alors, parfois, c'est vraiment difficile à interpréter. Par exemple, des gens qui sont essoufflés. Il y a des causes multiples, cardiaques ou bronchopulmonaires. Quand il n'y a que cet essoufflement et qu'il n'y a pas d'autres signes de dégradation de la myasthénie, on ne sait pas toujours très bien si ça joue un rôle ou pas. Même chose, l'asthénie sans aucun autre symptôme franc de myasthénie, difficile de dire c'est pas ça, c'est ça. Symptômes oculaires, quand on a à la fois une myasthénie et une maladie de Basedow qui est un hyperfonctionnement de la thyroïde qui donne aussi des problèmes oculaires, des symptômes oculaires, eh bien c'est difficile de voir la part des deux. Et puis enfin, il y a les patients quand même assez souvent des pathologies rhumatologiques qui vont les gêner au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs, au niveau du rachis, et l'intrication n'est pas toujours facile. J'ai quand même pas parlé d'un point important, c'est que la myasthénie, c'est une maladie potentiellement grave et qu'il est vraiment important que tout patient myasthénique ait pris conscience que ce risque de crise myasthénique existe, qu'il est sûrement très faible pour certains, plus important pour d'autres, mais qu'en tout cas, il faut l'envisager très vite quand on a des symptômes qui attirent l'attention. Donc, quand quelqu'un fait une décompensation myasthénique, eh bien, en fait, quand le patient connaît sa maladie, il s'aperçoit qu'il a des signes inhabituels, soit parce que c'est des signes qu'il n'avait pas avant, soit parce qu'ils sont beaucoup plus sévères que d'habitude et que ce n'est pas comme d'habitude. Eh bien, dans ces cas-là, il doit rapidement joindre le spécialiste qui assure le suivi. Facteur de décompensation, ça arrive parfois spontanément, ces décompensations, et puis dans certains cas, les signes de gravité, très importants, hein, donc les troubles de ce qu'on appelle la poussée myasthénique, ça doit hospitaliser les gens, c'est une décompensation grave, avec soit des troubles de déglutition, soit une insuffisance respiratoire importante, soit un déficit moteur majeur qui fait que le patient ne peut plus rien faire du tout, ou bien un assemblage des trois. Dans ces cas-là, il faut faire très attention, quelque chose de très trompeur, les fluctuations qui deviennent souvent très importantes, ce qui fait que les gens, ils vont aux urgences, ils disent « j'ai cru mourir il y a 2 heures », et puis on les trouve bien, on dit « mais non, madame, monsieur, vous allez bien, vous pouvez rentrer chez vous ». Et ça peut être un problème. Donc la crise myasthénique, c'est le recours à la ventilation mécanique. Là, le patient, là aussi, il voit bien qu'il ne va pas comme d'habitude, s'il est encombré au niveau de sa gorge ou au niveau de ses poumons, c'est grave. S'il respire vite sans pouvoir remplir ses poumons, c'est grave. Si sa voix faiblit au point de devenir inaudible, c'est important aussi. S'il a une sensation qu'il a un poids sur la poitrine, c'est souvent comme ça que ça donne, c'est aussi un signe de gravité. Et puis l'angoisse aussi. L'angoisse dans ces cas-là est un élément qui doit faire dire que ça ne se passe pas bien, et donc il faut appeler à ce moment-là les secours nécessaires. Je parle de la dernière chose que vous m'aviez demandé, c'est les contre-indications médicamenteuses. Madame Archer avait voulu que j'en parle. Donc, il existe des listes, là c'en est une parmi d'autres, aucune. Donc, les arguments qui font qu'on contre-indique les médicaments, ils sont, vous voyez, très variés. Ça va depuis un mode d'action au niveau de la jonction neuromusculaire qui est connu, comme les curares, certains antibiotiques dont on sait qu'ils ont par exemple un effet ressemblant aux curares comme les aminosides, la télitromycine par un autre mécanisme, ce qui est un autre antibiotique. Il y a d'autres fois où en fait il y a d'autres modes d'action, par exemple
on s'est aperçu que les nouveaux traitements anticancéreux immunostimulants, eh bien, dans un certain nombre de cas, ils favorisaient la survenue de maladies auto-immunes, dont la myasthénie. Donc, il y a aussi d'autres arguments. Les gens chez lesquels on a réintroduit le médicament et on a obtenu à chaque fois une dégradation de myasthénie, donc le rechallenge, ça c'est important. Sinon, pour d'autres, c'est parce que les cas sont nombreux, bien documentés, comme on dit, avec des critères d'imputabilité importants. Donc c'est le cas effectivement des anticancéreux. Et puis enfin, il y a des fois où on teste chez l'animal, et là, comme tous les modèles animaux comme ça, c'est pas toujours facile d'interpréter les choses. Ça a tendance à allonger la liste sans qu'on soit très très bien sûr que ce soit vraiment utile. Donc en pratique, il n'y a pas de liste exhaustive reconnue par tout le monde, qu'il faut discuter au cas par cas et tenir compte, si on veut donner un médicament, eh bien, de l'importance de la nécessité de le donner, qu'il n'y a pas d'alternative, et à ce moment-là, si la myasthénie est stable, ça devrait passer. Et on le fera sous surveillance. Donc, en conclusion, il y a quand même de moins en moins de syndrome myasthénique d'origine indéterminée, il faut être quand même positif, ça est en train de diminuer. Il y a des progrès aussi pour l'évaluation des symptômes dont je viens de vous parler, qui sont en cours. Mais tout de même, la myasthénie, ça reste une maladie quand même imprévisible, avec beaucoup plus de questions que de réponses. Je n'ai pas retrouvé, mais il y avait eu un article il y a bien longtemps, il y a une trentaine d'années, qui disait déjà, dont le titre était ça. Beaucoup plus de questions que de réponses. Voilà, je vous remercie.